Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Femmes Corpo, le podcast vidéo pour toutes celles qui naviguent dans le monde du business. On est 3 entrepreneuses et on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Vous savez, les femmes corporate, ces femmes qui naviguent à l'intérieur des systèmes, qui se font une place dans leur comex ou au dernier étage de leur tour et qui font bouger les choses, qui font avancer les lignes de l'intérieur, depuis l'intérieur des systèmes. Mais la question, c'est pourquoi on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Pendant 4 mois, avec Julia et Flora, on est au cœur de Paris, dans une résidence Covivio, pour réfléchir à l'avenir du travail. Et comment réfléchir à l'avenir du travail sans porter une attention particulière à la place des femmes dans cet environnement? Parmi les thématiques qu'on va aborder, il y a par exemple, quels sont les avantages d'une vie corpo? Ou encore, est-ce que c'est possible d'avancer dans un environnement si codifié? Au travail, l'habit fait-il le moine? Est-ce qu'on doit dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Est-ce qu'on peut être vraiment soi-même au travail? Ou comment on obtient ce que l'on veut? Ou encore, comment conjuguer vie de travail et vie de famille? On va donc recevoir plein de femmes corpo, talentueuses, engagées, militantes, qui vont répondre à toutes nos questions et surtout nous donner des conseils pour naviguer en entreprise. Isabelle, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour à toutes. Ça va très bien. Ça va très bien, vraiment. Mhm. Moi, j'aime bien demander comment ça va au début des podcasts pour planter un peu. Ça va, vous les filles? Le monde va mal, super. mais nous, on va plutôt bien. Mais Vraiment. qui va dire ça va pas du tout? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est ravis de t'accueillir dans notre podcast Femmes Corpo avec Flora et Juliette. Merci de nous faire l'honneur, Isabelle, de ta présence. Merci. On est très, très contente parce qu'on sent qu'on va avoir une vraie conversation intéressante vraiment sur J'espère. le monde corpo et les femmes. Tu vas te présenter parce que tu as un CV long comme C'est l'âge. plus que mon bras, je Ouais. dois dire. Donc, présente-toi comme tu le souhaites et surtout, dis-nous ce que tu fais aujourd'hui dans la vie. Je suis une femme. Ouais. Je suis une mère de 2 enfants. Et ça, c'est quand même un taf quand même qui est compliqué. Je dirige aujourd'hui le mécénat pour BNP Paribas et je dirige la fondation. J'ai été journaliste et je pense qu'on est journaliste toujours. Voilà. Et par ailleurs, j'ai des activités associatives, notamment Cinéma pour tous, qui est une association que j'aime beaucoup, qui permet de montrer des films à des gens qui, en général, ne vont pas au cinéma. Voilà. J'essaie de faire un descriptif, sinon j'arrive à peu près bien à faire les spaghettis aux zucchines et aux courgettes et à l'ail. Très fort. Voilà. La cuisson des courgettes est toujours très, très... Et je suis gourmande et j'aime manger, j'aime boire, j'aime m'amuser, voir mes amis et Ok. faire la fête. Trop Voilà. cool. Ça fait combien de temps que tu es à la Fondation BNP? Ça fait 3 ans. Ok, d'accord. Donc, ça fait 3 ans que tu as, en tout cas, intégré un très haut poste dans le monde corporate. Est-ce que dans ton adolescence ou dans ton enfance, tu avais des exemples dans ton entourage ou dans ton imaginaire de femmes à très haut poste dans le monde corporate, d'entreprise? Non, la seule chose qui ait pu m'inspirer quand j'étais jeune, c'est la petite lucarne, la petite lumière dans le salon, c'est-à-dire la télévision. Et là, je voyais des gens comme Anne Sinclair et Christine O'Krent, et je pense que ce sont les 2 modèles féminins qui m'ont vraiment inspirée, qui m'ont pas forcément donné envie de faire de la télévision et d'être présente moi physiquement à la télé. Ça m'a plutôt donné envie, ça m'a donné le goût de la télé, du reportage. Donc au début, moi, j'ai pas tout de suite démarré en voulant faire de l'antenne, et j'étais pendant quand même 1 an ou 2 plutôt derrière la caméra. Ouais. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis après, le hasard a fait que je suis passée devant la caméra. Après tes études, tu as Ouais. tout de suite travaillé en rédaction, J'ai fait etc. Sciences Po. J'ai pas voulu faire d'école de journalisme parce que j'avais vraiment envie d'arriver très très vite sur le marché du travail. J'avais l'impression que c'était un métier qui pouvait s'apprendre aussi sur le terrain. J'avais aussi envie d'être indépendante financièrement, de plus être chez mes parents. Et du coup, j'ai tout de suite commencé à travailler à une époque où on pouvait envoyer un CV, une lettre, et on vous répondait. Et parfois, on vous embauchait. Voilà. C'est une époque qu'on connaît peu. Ouais. Encore que maintenant, on arrive plus ou moins dans une période de quasi plein emploi dans certains secteurs. Mais je pense que même avec les années, il faut continuer de dire à tout le monde, envoyez des lettres, essayez d'être un peu inspirant, ne copiez pas, faites pas des copier-coller ou du chat GPT dans vos lettres de motivation. Et je pense que ça reste quand même un plus, de pouvoir entrer directement en contact avec des gens qui vous inspirent. Moi, je dis beaucoup ça aux gens autour de moi, c'est, je peux pas te trouver du boulot peut-être, mais si t'aimes quelqu'un, vas-y, dis-lui que tu l'aimes. Surtout que maintenant, il y a Instagram, il y a des tas de moyens de contacter des gens qu'on peut apprécier. Et voilà, dis-leur, je voudrais travailler pour toi, pour vous, etc., etc. Et Isabelle, tu as fait une grande carrière dans le journalisme et tu as shifté de carrière. Tu as Oui. décidé de faire une reconversion Oui. dans le monde corporate. Pourquoi?
Il y avait 2 raisons. D'une part, c'est que j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour, parce que comme tu l'as dit, c'est une longue carrière, presque 20 ans. Donc j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond, d'interviewer 6 fois voilà, Vincent Lindon et Carole Bouquet, c'est super. Non, mais j'adore toujours autant, hein, mais j'avais quand même un peu l'impression de tourner autour. J'ai fait que des quotidiennes dans ma vie, à la télé et à la radio. Donc les émissions quotidiennes, ça use. On est toujours, voilà, on a à peine fini un sujet qu'on est obligé de passer à autre chose. Donc il y avait ce sentiment de lassitude. Et surtout, j'avais envie d'être plus utile et j'avais vraiment l'impression, et vous allez peut-être l'éprouver très très vite ce sentiment, c'est qu'en interviewant des gens qui étaient face à moi, je me disais mais la solution, on l'a là. Par exemple, pourquoi y a-t-il si peu de logement social en France? Pourquoi il n'y a pas assez de HLM? J'avais 2 personnes qui me disaient parce que ceci, parce que cela. Bah, il n'y a plus qu'à le faire, faisons-le, sortons du studio, etc. Donc du coup, j'avais vraiment ce besoin d'action et c'est comme ça que m'est venue l'envie d'agir. Donc d'abord dans le monde des industries culturelles parce que j'aime vraiment profondément la culture, l'art, le cinéma. Donc je me suis dit que plutôt que de le raconter, je vais essayer moi aussi d'être partie prenante d'une histoire et d'agir dans ce monde-là que j'aime tellement. Et puis après, je me suis dit, j'aime aussi beaucoup être utile dans le monde de l'intérêt général, plutôt que d'avoir juste une émission pendant 6 ans qui s'appelle Service public à France Inter, où certes c'était extraordinaire, on pouvait vraiment aider les gens, avec un micro on peut faire beaucoup de choses, mais avec un carnet de chèques dans une banque on peut faire aussi d'autres trucs. Donc c'est juste un prolongement en fait, c'est juste, moi j'ai l'impression de faire le même métier en fait depuis toujours, depuis le premier jour où j'ai fait de la télé, mais j'ai l'impression de faire la même chose qui est à base de transmission en fait. C'est le mot transmettre, il est présent dans toutes les étapes de ma carrière, même si ça peut paraître être des choses un peu comme une mosaïque dissemblable. Et dans le milieu du cinéma et de la télé, on le voit là dans la série culte, à quel point les grands directeurs de télé, de chaînes, de ciné, etc. sont majoritairement des hommes. Comment toi, tu as évolué, en plus à une époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui, où MeToo n'est pas passé, etc., etc. Comment toi, tu as évolué en tant que jeune femme dans ce milieu ? Déjà pas en me disant il y a que des hommes. Déjà moi c'est le constat que j'ai jamais fait, même à Canal qui était une chaîne effectivement assez masculine, mais c'est toujours justement en repérant les modèles féminins et en inversant, verre à moitié vide, verre à moitié plein. Bon, désolée, je suis naturellement extrêmement optimiste, mais je pense que c'est comme ça effectivement qu'on arrive à faire des choses, plus qu'en étant dans la négation. Je pense que c'est quand même toujours mieux de se dire, effectivement, j'ai remarqué qu'à Canal, il y a un tel et un tel, ce sont des femmes de pouvoir parce qu'elles ont effectivement les clés de la programmation. Elles sont peut-être pas directrices des programmes, mais elles sont directrices de la programmation, ce qui est pas mal aussi, et c'est un vrai levier. Après, effectivement, on était quelques personnes, on était quelques femmes à avoir droit à une émission à soi. Il y avait certes la Miss Météo qui était une incarnation d'un certain type de femme, mais pourquoi pas? Moi, j'aime les femmes dans toute leur diversité. Elles peuvent être pin-up, voilà, peu importe. Moi, ça m'a jamais choqué la pin-up de Canal+. J'aime les femmes sexy, attirantes, séduisantes. Je mets du mascara et du rouge à lèvres, j'ai 0 problème avec ça. J'adore les bagues. Voilà, donc Canal, moi, j'ai trouvé que c'était une chaîne qui était pas si macho que ça. Après, c'est vrai que en général, dans le monde des médias, il n'y a pas tant de femmes que ça. Il y en a plus aujourd'hui qu'avant. Ouais. Donc, c'est un chemin qui se fait. Et merci MeToo, parce qu'effectivement, ça a été un accélérateur, ça a été une vraie révolution. Voilà. On a reçu Marlène Schiappa dans Femme Corpo, qui a un engagement féministe qui n'est pas à démontrer, et qui, elle aussi, a eu beaucoup de critiques de par son féminisme, et qui sort un livre dans lequel elle écrit « J'avais cru être féministe toute ma vie, et puis maintenant, mes filles qui ont à peu près 18 ans, me font le procès inverse, me disent que je suis pas assez féministe pour elles. Quand je t'entends dire je regardais plutôt les femmes que les hommes, c'est vrai que peut-être que dans ma génération, on a un regard plus sévère et plus critique, et c'est sûrement tant mieux parce que c'est pour aller plus loin ou pas dans la cause. Comment tu juges, comment tu regardes ce nouveau féminisme? Est-ce que tu trouves que c'est ta génération qui doit le suivre, ou on doit tous s'inspirer mutuellement des uns des autres? Enfin, comment tu regardes tout ça? Je ferai une réponse de Normande, c'est-à-dire que Normande que je ne suis pas, mais je dirais que c'est un peu des deux. Je pense que d'abord, vous nous avez beaucoup inspiré, donc on a beaucoup à apprendre de la génération MeToo, et je pense que vous avez fait des choses que nous n'avons pas réussi à faire pendant 30 ou 40 ans. Après, si on l'a pas fait, c'est que c'était peut-être aussi, voilà, bon, il y a certainement plein d'explications. Et puis après, je pense qu'il faut de la diversité. Je pense qu'il faut pas que toutes les féministes se ressemblent. Je pense que là, effectivement, il y aurait que des Caroline de Haas, je pense qu'on n'y arriverait pas. Mais je pense que ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois Caroline de Haas, Caroline Fourest, Flora Guébali, Julia, etc., Juliette, voilà. Et je pense que c'est cette diversité d'opinions
Moi, je crois beaucoup à l'hybridation et à la mixité partout. Et effectivement, que ce soit à Canal, que ce soit là maintenant chez BNP Paribas ou que ce soit dans tous les endroits où je suis passée, j'ai vraiment essayé d'appliquer ce principe de mixité et à chaque fois, on constate que les équipes sont plus performantes, plus créatives. Il y a en général une meilleure ambiance quand on a des différences de culture, des différences de sexe, des différences de génération, des différences d'horizons sociaux. Voilà, je pense qu'effectivement, on connaît tous l'histoire de pourquoi BlackBerry s'est arrêté, c'est parce qu'il n'y avait pas de diversité. Ils avaient tous fait les mêmes études, vous devez connaître cette histoire. Alors que l'iPhone, effectivement, il venait du monde entier, c'était tous des gens très très différents les uns des autres, et c'est pour ça que l'iPhone aujourd'hui est un produit créatif. Bref. Ouais. Mais si on c'est a un pu exemple parmi réussir d'autres. à la vague MeToo, c'est parce que si je pense nos mères aussi et nos grands-mères, vous aviez ouvert Oui, quand même ouais. la porte à ça. Et tu dis que c'est important donc d'avoir des rôles modèles. Est-ce que tu as le sentiment, toi, aujourd'hui, d'être un rôle modèle? Moi, je crois que c'est ce qu'on me dit, mais je l'entends. Après, je suis comme beaucoup de gens, j'ai un peu du mal à l'accepter. Et puis, je renvoie le miroir. Enfin, je me dis, bah oui, il y a plein d'autres. J'aime bien l'idée du reverse mentoring quand on fait du mentorat. C'est-à-dire que je veux bien être un rôle modèle, mais moi, les gens qui m'inspirent, c'est effectivement les jeunes femmes que je rencontre ou les jeunes garçons à Aubervilliers, à Sarcelles ou ailleurs, et qui m'inspirent tout autant qu'un grand patron ou voilà, quelqu'un qui est très haut placé. Mais je reviens à cette idée, parce que c'est très très important, la génération MeToo, ce que vous avez apporté nous permet vraiment de bien réfléchir à comment on peut mener des révolutions. Et je pense qu'effectivement, quand on est dans le mécénat, dans la philanthropie, on essaie juste de transformer la société et on essaye de faire la révolution. Donc il y a un type qui a fait un livre qui s'appelle Révolution, on en pense qu'on veut, mais en tout cas je pense qu'effectivement c'est une vraie question. Et moi pour l'avoir un petit peu étudié au moment où à chaque fois j'ai eu à m'engager, je voyais que les gens qui avaient réussi, c'était des gens qui avaient quand même dit non, qui étaient dans l'opposition justement, qui disaient il n'y a pas assez ci, il n'y a pas assez ça, etc. Donc le non est une force. Après, la contestation, elle doit pas être juste stérile, mais elle doit être créative. Et que ce soit Nelson Mandela, Coluche, il y a des gens qui effectivement ont quand même porté le haut, même la bataille de Martin Luther King, etc. Il faut une forme de contestation, mais il faut que cette contestation ne soit pas juste un constat des injustices, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, il y a une autre révolution qui est en marche, en plus de la révolution féministe, c'est la révolution écologique. Et on voit bien que c'est pas en étant devant le siège de telle ou telle banque ou en les taguant de rouge que ça va changer. Et je pense beaucoup, justement, et je pense que c'est votre sujet, que d'être à l'intérieur, on change plus de choses, mais c'est aussi, on peut être devant à contester, mais en disant, et si on faisait ci, et si on faisait ça, et si on proposait, et effectivement, moi, c'est ça qui manque parfois dans le débat public, c'est l'éventail des solutions. C'est précisément ma question. Notre podcast, il s'adresse aux femmes corpo. Ouais. C'est le titre. Pas toutes les femmes corpo sont des grandes militantes avec des pancartes qui sont prêtes à aller contester dès qu'elles ne sont pas d'accord. En revanche, il y en a beaucoup, il nous semble, en tout cas c'est le constat de base qui nous a donné envie de faire ce podcast, qui sont sensibles aux injustices, aux inégalités salariales qu'elles peuvent subir ou au fait que c'est plus compliqué pour elles de parler en réunion ou à la présomption d'incompétence qu'elles peuvent essuyer dans leur carrière. C'est quoi les outils, sans se transformer en Caroline de Haas qui a été citée ou en grande militante féministe, de toutes les femmes corpo pour justement faire valoir leurs droits en entreprise dans des univers très corporate, selon toi? Je pense qu'il y a une palette, il n'y a pas une recette, mais il y a une palette d'outils et il y a une palette de méthodes. Et chacune avec son tempérament, avec sa culture, avec sa manière de faire. Moi, j'aime beaucoup Marlène Schiappa avec son franc-parler, mais je pense que moi, je serais incapable, par exemple, de parler comme elle. Je suis plus modérée, peut-être, dans ma manière de m'exprimer. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de prendre chacune, de s'autoriser à, ce qui est déjà un gros travail. Il faut faire un gros travail sur soi-même, je pense, déjà. Et après, je pense que c'est... Voilà, des petites révolutions. Et moi, je crois beaucoup, pour pas te paraphraser, mais à l'effet colibri. Et je pense qu'effectivement, quand on voit, ne serait-ce que le travail de Mère Teresa, c'est vraiment les chiffonniers, les uns après les autres, etc. Puis au total, ça fait une carrière de dingue. Et effectivement, on parle encore aujourd'hui de Mère Teresa. Et je pense qu'elle a réussi à faire. Et c'est elle qui a théorisé aussi à sa manière avec ses mots. Elle n'utilisait pas le mot colibri à l'époque, mais c'était vraiment les petites révolutions font les grandes révolutions. Et là encore, je reprends, moi, franchement, c'est un de ceux qui m'a le plus inspiré dans ce que je suis aujourd'hui, c'est Coluche. Je pense que c'était une manière de dire non, avec de l'humour et des gros mots,
Donc je pense que l'humour est vraiment une très très grande force. Et les gros mots. Les gros mots aussi, voilà. En tout cas, l'humour. Voilà. Et non, mais les gros mots aussi, pourquoi pas. Mais il était capable de le faire, etc. Et je pense qu'effectivement, il était créatif, il était force de proposition. Et avec la loi Coluche, effectivement, on a quand même là, un enclenchement de révolution absolument incroyable. Donc voilà, moi je crois à ces modèles-là. Et mes modèles sont pas que des modèles féminins, bien sûr. Hein. Je parle de Coluche qui m'a beaucoup inspirée, et mes modèles sont pas que féminins. Et tu parles de révolution, et même faire des petites révolutions à petite échelle, mais est-ce que c'est encore possible de faire des révolutions, ou encore, non, c'est même pas ça, est-ce que c'est possible de faire des petites révolutions dans le système bancaire, dans le milieu bancaire? Ah oui, le microcrédit, c'est une révolution en soi. Déjà, il faut faire la révolution. Il y a tellement d'injustice sociale en France et dans le monde c'est une nécessité. Enfin, chacun peut le faire à son niveau. Aller voir son voisin et lui proposer 1 heure de mentorat pour son fils, ou d'aller faire les courses pour... voilà, la solidarité est révolutionnaire, comme on dit parfois. Donc du coup, je pense que déjà, c'est aussi une attitude d'esprit qu'il faut essayer de rendre publique et de rendre séduisante, parce que ça peut paraître un peu neuneux quand même. Hein. Et c'est pour ça que je trouve que la force de l'humour... Autre source d'inspiration, Éric Toledano et Olivier Nakache. Salut éternel, reconnaissance éternelle. Cœur. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ont fait beaucoup pour qu'on arrête de dire que c'est bisounours quand même, de dire que la solidarité, c'est gna-gna, etc. Les restos du cœur aussi, hein, voilà, la suite avec Marius Colucci, la suite de Coluche, ils ont su mettre les mots pour pas que ça fasse trop nounours. Mais donc, pour revenir à ta question, dans le monde bancaire, on peut faire des comptes bancaires pour des femmes victimes de violences, on peut faire des comptes bancaires pour des réfugiés qui n'ont même pas de papier, etc. On peut ouvrir aujourd'hui un compte en banque sans avoir de domiciliation, etc. On peut faciliter, en gros, pour tous les publics vulnérables, qu'ils soient femmes en danger, réfugiés, etc. Bref, ça existe, ça s'appelle Nickel, et le microcrédit. Mohamed Younous, Maria Novak, il y a un institut Maria Novak qui vient de se créer récemment avec l'aide de BNP Paribas. Et effectivement, je pense que ça fait partie des mini-révolutions. Et on ne se rend pas compte, il faut jamais, je crois que c'est Maria Novak qui disait ça, il faut jamais sous-estimer la capacité de révolution personnelle que peut avoir une personne qui est dans la pauvreté. C'est-à-dire qu'on lui donne 10 euros, on lui donne 100 euros, elle peut le transformer en 1000 euros ou en 10 000 euros. Et on le voit partout dans le monde, ça a été très très bien théorisé par Esther Duflo, que le microcrédit en soi est une véritable révolution. Après, le mécénat est une forme de révolution. Qu'une grosse boîte décide de mettre tant d'argent chaque année au service de la philanthropie, certains certes pour faire de la com, certains d'autres pour faire du greenwashing, ou d'autres tout simplement parce qu'ils ont une tradition de bien commun et de souci de l'intérêt général et qui veulent de toute façon que la société marche mieux, qu'une boîte marche mieux, forcément quand il n'y a pas les gilets jaunes ou la guerre en Ukraine, etc. Donc si on veut la cohésion sociale et la paix dans le monde, c'est aussi parce qu'on pense que ça sera toujours mieux pour l'économie mondiale. Donc le mécénat, la philanthropie, c'est aussi une forme révolutionnaire de se dire je voudrais que le monde aille mieux. Bill Gates l'a fait, et moi j'aime beaucoup le mouvement aussi des grands milliardaires, effectivement, qui décident de mettre une partie de leur fortune au service de grandes causes. Je pense que ça, c'est révolutionnaire aussi. Mais il y a plein de révolutions. Hein. Bob Geldof, il a fait la révolution en faisant de la musique dont les droits d'auteur sont reversés à des causes. C'est ce que fait très bien Luc Barouet. Moi, je pense que ce qu'il fait aussi est formidable avec le site Action, avec Solidays. Il y a de nouvelles formes aujourd'hui de mécénat, et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Elles peuvent être révolutionnaires parfois aussi. Et en tant que femme salariée d'une grande entreprise, parce que c'est vrai que le système, les banques peuvent être un peu impressionnantes, je pense, pour les femmes, futures cadres, futures dirigeantes ou même salariées de ce genre de boîte. Toi, tu t'es sentie tout de suite très à l'aise de bosser dans ce grand groupe BNP. En tant que femme, est-ce que tu as des enseignements que tu as tirés par rapport aux autres entreprises dans lesquelles tu as travaillé? Oui, moi je dirais 2 choses importantes. D'abord, c'est le conseil que m'a donné une amie qui m'a dit ne t'habille pas en banquière. Donc je reste habillée comme je suis depuis toujours, c'est-à-dire essentiellement avec des baskets ou des blousons. Bon là j'ai fait l'effort de bien m'habiller pour vous, j'ai mis une veste à paillettes. Mais c'est vrai que très belle veste. Je pense qu'on peut travailler aujourd'hui dans une banque. Il faut le dire à tous ceux qui nous regardent et aux jeunes femmes et aux jeunes garçons. Vous pouvez aujourd'hui exercer le métier de banquier ou banquière sans vous déguiser en banquier. Vous pouvez
arriver habillé comme vous êtes, pour paraphraser quelqu'un. Mais je pense aussi qu'on se rend pas compte à quel point le métier de banquier, je ne serai jamais banquière et je ne suis pas banquière, mais je pense qu'il y a une palette en fait de métiers. Quand je vois, il y a à peu près 400 personnes qui travaillent chez BNP Paribas, qui travaillent uniquement sur des questions ESG. Il y a un spécialiste de l'agroécologie, il y a un ESG, spécialiste pour de... les personnes qui nous écoutent, c'est les questions Oui. environnementales, sociétales et de gouvernance. Voilà, donc sur toutes ces questions un peu de transition écologique ou de justice sociale, il y a des spécialistes dans tous les domaines, mais hyper pointus. Et je pense qu'on ne soupçonne pas qu'effectivement, il peut se passer ça dans une banque. Même moi, dans mon métier, ou dans ce qui s'appelle le département diversité et inclusion, il y a des gens qui effectivement travaillent sur des questions de genre, on soutient le refuge, on aide à la visibilité des LGBT, etc. Enfin voilà, donc on fait pas mal de choses qui peuvent sembler, moi, qui me sont très familières parce que c'est les conversations que j'avais quand j'étais à France Inter ou voilà, ou dans tous les endroits où j'ai pu travailler. Donc voilà, le métier de banquier, c'est ça. Donc ne vous déguisez pas et n'ayez pas des préjugés en fait sur le métier de banquier. Et la deuxième chose, c'est le levier. Le pouvoir, c'est quoi? C'est avoir de l'argent. Et c'est là où je trouve qu'effectivement, on revient à ce fameux sujet. Il faut aller dans les endroits de pouvoir. Le pouvoir, c'est les médias, c'est l'argent. Enfin voilà, il y a plein d'endroits de pouvoir, parfois même des endroits de pouvoir insoupçonnés. Et je trouve que c'est génial de pouvoir se dire que, un peu Robin des Bois, quoi. L'argent, on va le prendre là où il est et on va essayer de le mettre dans tel et tel endroit. Et tu as donc été journaliste, aujourd'hui tu es à la tête d'une fondation. Pour te connaître un peu, tu aimes beaucoup surtout porter la voix des autres. Oui. Donc moi, tu me connais, la parole des femmes m'intéresse, et le fait que toi, tu prennes ta parole qui est puissante parce que tu es quelqu'un de reconnu et de connu, au service des autres. Tu penses que c'est comme ça qu'on change la société? Oui, moi je pense que c'est... Enfin moi, en tout cas, je ne sais pas si je change la société, mais je vois bien les effets de levier que peut avoir une fondation. Donc effectivement, qu'il y ait moins de femmes battues, c'est quand même ce qu'on m'a demandé quand je suis arrivée. Hein, dans mon entretien d'embauche, on m'a dit, tu vois l'immeuble, là, il y a tant de femmes battues, il faut que l'année prochaine, il y ait moins de femmes battues. Donc c'est des exemples très concrets. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le mot impact. Et c'est vrai que les rapports d'impact permettent de se dire qu'effectivement, on change vraiment la société. Donc on agit pour les femmes. On fait en sorte qu'il y ait 30 associations dans 11 pays qui puissent travailler à l'insertion des réfugiés, parce qu'il faut aujourd'hui que toutes ces personnes qui traversent la Méditerranée, la Manche, aient un accueil digne, faire en sorte que tous les jeunes aient les mêmes chances, qu'ils soient nés à Saint-Ouen, à Aubervilliers ou avenue de l'Opéra, il faut qu'ils aient les mêmes chances, et que c'est une injustice. On vit dans le pays le plus inégalitaire en termes de scolarité, donc il faut vraiment changer cela. Donc c'est en cela que je pense qu'il faut garder cette capacité de se révolter. Et moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement faire ce que vous faites vous, c'est mettre la lumière sur quelqu'un qui fait des choses. Et c'est ma manière à moi de lui dire, bah tiens, je te donne du pouvoir. Je te donne de l'argent, certes, parce que notre métier, c'est de donner des subventions à des associations, mais c'est aussi lui donner du pouvoir, donc lui donner les codes pour agir dans un milieu de pouvoir, apprendre à parler, apprendre à s'habiller, lui donner les codes aussi pour aller chercher de l'argent encore et plus, etc. Et le réseau. Moi, en fait, mon rêve, c'est à chaque fois de donner tout ce qu'il y a dans mon téléphone portable. Et donner un réseau, c'est hyper, hyper important. Et justement, quel type tu donnerais à une femme qui a envie de développer son réseau? Ben moi, je n'aime pas donner de conseils, donc zéro conseil, mais en revanche, allez voir les gens que j'ai pu aider dans mon parcours, et c'est eux qui vont vous dire, il y a ça qui m'a aidé, il y a ceci, il y a cela. Donc effectivement, ça peut être la maîtrise du discours, une certaine manière d'être, etc. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de recette. La recette, elle est pour chacune. Je vois votre manière de faire. Vous avez développé quelque chose d'assez original. Chacune, vous avez votre personnalité. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et tu as dit dans une interview récente au Parisien que l'entreprise, elle avait de nouvelles responsabilités. Ouais. Est-ce que tu penses qu'en matière de femmes, en matière de droits des femmes, etc., c'est quoi ces nouvelles responsabilités? Je pense que déjà, c'est de faire un minimum de choses pour qu'il y ait plus de parité. Hein. On est à 35%, je crois, de femmes dans les COMEX partout en France. On est à 14 ou 15%, je ne me rappelle plus des chiffres, sur les inégalités salariales. Donc déjà, c'est faire en sorte que l'entreprise soit un lieu sûr et un lieu, effectivement, d'égalité. Après, je pense que, voilà, ce qui ne va pas, c'est que, là encore, je ne veux pas citer trop de chiffres, hein, mais vous les avez certainement en tête. Je crois que les femmes participent à, je sais pas, 2/3 des richesses mondiales et elles n'obtiennent que 10% de ces richesses. Donc, du coup, voilà, c'est ce système inégalitaire. Je pense que l'entreprise, déjà, c'est faire en sorte que, déjà, s'il y a une parité au sein des COMEX, je pense que déjà, le monde déjà aura changé une fois qu'on aura ça. Je change un peu le sujet, mais Ouais. est-ce que plus
Une question plus personnelle. Est-ce que tu as déjà été confrontée à une anecdote à nous raconter de sexisme dans tes différentes expériences professionnelles? Est-ce que tu as vécu un moment en particulier? Est-ce que tu as des conseils à donner aux femmes qui nous écoutent si elles sont confrontées à ce genre de situation? Que faire? Et qu'est-ce que toi, tu as fait si tu as une anecdote? Bizarrement, non. Après des années passées à Canal, c'est vrai que, et dans le monde du cinéma, j'ai jamais été harcelée, j'ai jamais été, voilà, vraiment, j'ai pas souffert de sexisme. À la limite, le seul petit truc, et c'est pas très très grave, hein, c'est que quand je suis arrivée à Canal, j'avais les cheveux, là ils sont pas crépus, mais j'avais les cheveux crépus, le visage, la peau un peu plus froncée que d'autres, et ils savaient ni me coiffer ni me maquiller, ils avaient jamais vu quelqu'un, voilà, issu de la diversité pour parler comme on parle aujourd'hui. Donc franchement, non, j'ai jamais souffert de cela, mais je pense qu'il faut, j'ai envie de dire que là encore, l'arme de l'humour, elle est très utile si on est victime d'une remarque sexiste. Je pense que voilà, et puis il faut pas hésiter aussi à utiliser les lois. Savoir se défendre. Voilà, je veux pas avoir l'air de minimiser les choses, mais c'est vrai que moi justement, c'est une expérience personnelle. C'est une expérience Aussi personnelle. intéressant de Et pareil, dire dans que le ça monde arrive du pas à tout le cinéma, monde. je sais qu'il est vraiment montré du doigt en ce moment, à juste titre dans la plupart des cas. Mais voilà, moi, j'ai jamais assisté non plus à des scènes. Tu n'as jamais été dans le bureau d'Harvey Weinstein? Non, mais je l'ai vu à Cannes et j'ai vu à quel point les gens dînaient avec lui, à quel point c'était un non-sujet, à quel point on acceptait. Voilà, c'était une époque où effectivement, on acceptait tous de dîner avec Harvey Weinstein et on était tous même très très contents de dîner avec Harvey Weinstein. Et je pense qu'il y avait certainement des gens qui savaient, d'autres pas. Donc voilà, je trouve que c'est bien que le monde change. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, c'est très clair. Sur le secteur de la banque, banque et finance, on peut avoir des clichés assez sexistes, notamment sur les salles de marché qui ont pu être alimentés par des films comme Le Loup de Wall Street, où on voit quand même une bande d'hommes pas tout à fait respectueux faire leur métier. Bon, c'est une fiction évidemment, mais qui peut véhiculer certains clichés. Est-ce que tu dirais que il y a des secteurs plus ou moins accueillants pour les femmes, et comment vous travaillez chez BNP pour, notamment sur cette question des salles de marché, les rendre inclusives? En fait, moi, c'est la première chose que j'ai voulu visiter chez BNP Paribas, parce que c'est vrai que j'avais cette image très cinématographique de la salle de marché. Et on m'a dit qu'en fait, c'était un super métier pour les femmes, parce que je crois qu'ils terminent leur journée assez tôt, en fonction des horaires. Voilà, on peut être à 18h chez soi, s'occuper des enfants, et ils essayent vraiment d'attirer les femmes vers les salles de marché. Donc je pense qu'elles se féminisent petit à petit. Après, il y a tous les métiers qui sont liés à la tech, parce qu'une banque, c'est avant tout de l'informatique. Donc du coup, c'est vrai qu'ils essayent aussi d'attirer les femmes. Et je pense qu'il faut vraiment inciter les femmes à aller vers ces métiers-là. Et en plus, ce sont des métiers de pouvoir et des métiers d'argent. Et après, on peut redistribuer. Moi, ce que je constate aussi en discutant avec notamment des femmes qui dirigent toute la partie financement des startups, financement des entreprises, je vois qu'il y a toujours le même problème. C'est que des gens arrivent avec des dossiers. Les hommes se vendent super bien et les femmes qui ont les meilleurs dossiers en général, ou parfois, se vendent très bien, mais elles ajoutent toujours une petite phrase en disant « là peut-être qu'elles font le oui mais », etc. Là où les hommes, ils font que dire le positif. Et donc du coup, c'est vrai qu'il faut constamment redire aux femmes de plus avoir ce complexe d'imposteur qui doit être quelque part dans notre ADN, je ne sais pas d'où ça vient, ou peut-être que c'est culturel, hein, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Est-ce que tu penses que les femmes, elles ont un problème avec l'argent? Je pense pas, mais je sais qu'elles ont besoin d'être éduquées. On a tous besoin d'être éduqués. Je ne sais pas si les femmes savent moins bien gérer l'argent. Je ne saurais pas répondre à cette question, mais je sais que l'éducation financière, c'est une source de pouvoir pour les femmes. Et surtout l'indépendance financière, comment apprendre et l'indépendance pour pouvoir être libre. Donc il faut absolument rappeler l'année de 65 qu'on fêtera l'année prochaine de l'indépendance financière. Mais je prends juste un exemple, c'est que dans les quartiers prioritaires de la ville, donc dans les quartiers plutôt déshérités, la première chose que font les femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est d'apprendre à se servir d'un iPhone pour faire des virements. Et donc, on leur apprend, c'est de l'éducation financière, mais aussi de l'éducation numérique. En général, une fois qu'elles savent faire ça, elles demandent à passer le permis à 1 €. Donc, elles ont une autre forme d'indépendance. Et après, elles demandent 2 choses, le divorce et si elles ont le foulard, elles demandent d'enlever leur foulard. Voilà. Donc je trouve que c'est des exemples qui se répètent partout, ce que j'ai constaté en allant en banlieue. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir à quel point, effectivement, quand on a une indépendance financière, on a une indépendance d'esprit. Et en tout cas, c'est possible dans les agences bancaires d'avoir cette indépendance. Et qui sait, peut-être, voilà, ça peut peut-être donner des ailes et des envies. Mais vraiment pousser les femmes aussi à monter leur entreprise, c'est hyper important. Donc là, on peut citer aussi Tatiana Jama avec
que le féminisme est ou plutôt l'entrepreneuriat est un nouveau féminisme. Et ça, je trouve que c'est bien. Et ça participe aussi de ce truc de l'imposteur, de se dire, je peux y aller, je peux le faire, d'autres femmes l'ont fait. Tatiana Jama qui précise quand même régulièrement que 2% seulement de l'argent levé en France pour les startups est levé par les femmes. Donc on est quand même sur des ratios qui sont hallucinants d'inégalité. C'est dingue. Ah ouais. Mais moi, je le vois de l'intérieur, effectivement. Et c'est comme ça qu'on arrive peut-être à mieux financer aujourd'hui des femmes entrepreneurs. Mais voilà, c'est un mouvement qui est en cours, un peu comme le mouvement de MeToo, mais il faut lutter contre ça. Pareil dans le cinéma, mais les femmes lèvent beaucoup moins d'argent pour faire des gros films, hein, c'est connu, partout dans le monde, et notamment en France. Et plus on va donner de l'argent à des femmes productrices, plus on aura d'autres types de films, ou voilà, on aura aussi des mauvais films, hein, ça ne veut pas dire qu'ils seront meilleurs, mais au moins il y aura une diversité, elles auront elles aussi droit à des gros budgets. Moi, je me rappellerai toujours d'une interview que j'ai pu faire de Catherine Bigelow, qui est quand même pour moi une très grande cinéaste, et qui devait se battre, mais comme une chienne, pour obtenir ses budgets. Même Catherine Bigelow, franchement. C'est ouf. Oui. Mais justement, tu parlais des femmes et de l'argent et de la formation à l'argent. Dans ce podcast donc, qui s'appelle Femmes Corpo, moi j'ai envie qu'on parle vraiment d'argent, et d'argent assez concrètement dans le sens où comment négocier des salaires. Toi, tu as une carrière extrêmement longue, je pense que tu as fait pas mal de postes, eu pas mal de promotions. Comment tu t'en es sortie quand tu devais négocier ton salaire, négocier de l'argent? Est-ce que tu as été confrontée à des situations où tu as vraiment dû te battre? Comment ça s'est passé et quel est ton rapport à ça? Bah, tu vois, ça me permet comme ça de répondre à Flora, et je pense que je fais moi-même aussi, tu vois, ce truc des femmes où je nie, et à force de voir les choses, je pense qu'effectivement, j'étais un jour confrontée dans le bureau de la direction au fait que je gagnais moins qu'un homme avec qui je présentais une émission. Donc on faisait exactement le même travail, hein, on était assis l'un à côté de l'autre, et je m'étais aperçue que je gagnais 25% de moins, voire 30%, donc c'est beaucoup. Voilà, donc j'ai demandé. Comment tu t'en es aperçue? Parce qu'on n'a pas accès aux fiches de paye des autres. En lui demandant. Et je me suis aperçue qu'effectivement, waouh, voilà. Et puis en plus, je me suis aperçue qu'il bossait moins que moi. C'est Mercedes Serra, la fondatrice de BETC, qui est une des plus grandes agences créa, enfin je le rappelle pour les gens qui nous écoutent, qui est une femme extrêmement successful, qui dit justement le truc le plus important pour les femmes en entreprise, c'est de surveiller l'argent. C'est très important de surveiller et effectivement de demander aux autres combien ils gagnent. Les homologues masculins, c'est hyper important. Et donc, mais tu t'es pas sentie trahie sur ce moment-là? Ah bah si, et après je me suis battue. Et comme tous les jeunes aussi, je pense que c'est moins une question de sexe qu'une question de jeunesse. On a du mal à parler d'argent, on a du mal à réclamer tel et tel salaire, mais ça vient avec les années. Mais tu vois, même avec les années, quand Flora me demande « As-tu été victime de sexisme ?» Je lui dis bah, « Non, moi, tout va bien ». Maintenant, je me rappelle que quand même, j'ai été quand même sacrément victime de sexisme. Et comment tu as réparé cette situation quand elle t'est arrivée? J'ai été demandée, et comme tous les DRH, excusez-moi, mais on m'a dit, si tu ne demandes pas, on ne te donne pas. Donc voilà. Ça, en fait. Donc c'était même dans la bouche du DRH, Oui, parce que c'était logique, c'était normal Attends, à salaire égal, travail égal, non, il y avait un garçon et une fille, et la fille était moins payée. Pour le DRH, c'était pas choquant. Là, tu viens de donner 3 clés concrètes pour les femmes, je trouve. La première, c'est de penser en grand, voir en grand, notamment celles qui réalisent des films, pour reprendre cet exemple, mais voir plus grand, ça donne des plus grands résultats. Deuxième, c'est ne jamais se minimiser dans les présentations quand on veut lever de l'argent ou quand on veut obtenir quelque chose. Et le troisième, c'est demander. Et en fait, c'est vrai, moi j'ai vu plein d'anecdotes de femmes qui disent j'avais pas demandé, et quand j'ai demandé, on me l'a donné. Et sur le deuxième point, moi j'en ai parlé un jour dans un panel sur femmes et pouvoir, et quelqu'un a dit une chose que je trouvais pas inintéressante, de dire mais pourquoi est-ce que les femmes devraient ressembler aux hommes? Pourquoi est-ce qu'on devrait arriver comme ça dans nos présentations quand on veut lever de l'argent ou quand on veut se faire recruter? C'est une autre manière justement d'embaucher une femme, c'est embaucher quelqu'un qui est capable de dire oui mais, et de dire voilà, il y a de la nuance, peut-être que je vais pas tout faire bien, peut-être qu'un jour je serai comme ci, comme ça, etc. Et je pense que c'est aussi, voilà, c'est pas inintéressant aussi de se dire est-ce qu'on veut vraiment ressembler aux hommes et arriver dans toutes les présentations, le torse bombé, en se poussant du col, etc. Voilà, c'est vrai, mais du coup, ça nous fait dévier sur le débat. Est-ce qu'il existe un leadership au féminin qui serait différent du leadership au masculin? Et ce débat, il est un peu dangereux. On l'aborde souvent à Femmes Corpo, mais il est un peu dangereux parce qu'après, ça voudrait dire qu'il y a des différences de nature, de culture. Et tous ces sujets-là, je trouve qu'on est juste à l'aube. Enfin, c'est encore... Oui, mais après, il suffit de regarder les chiffres.
Si tu regardes les chiffres, il y a des études qui montrent que toutes les entreprises managées par les femmes sont mieux managées, elles sont plus rentables et mieux managées. Deuxièmement, sur les accords de paix, à chaque fois que les accords de paix sont... sur les guerres, je crois que c'est... Voilà, oui. quand ils sont appliqués par les femmes, les accords de paix sont vraiment appliqués et les guerres en ce moment sont vraiment faites par les hommes. Donc voilà, je trouve que c'est... Certes, on ne peut pas généraliser, il y a eu des guerres menées par des femmes, mais franchement, il y a un certain nombre d'études qui nous montrent que quand même, il y a un leadership au féminin. Enfin, moi, je milite pour un leadership bienveillant, d'une part, premièrement, donc il n'est pas genré, et un leadership féminin, bien sûr, et s'affirmer en tant que femme, et avec toutes les créativités, avec tout ce que peuvent être les femmes, etc. Oui, sauf qu'aujourd'hui, est-ce que tu crois pas que c'est se détourner de nos objectifs dans un système qui reste patriarcal? Désolée de mettre encore un mot militant dans ce débat, mais patriarcal, ça veut simplement dire que le système, il est fait par les hommes et pour les hommes. Et donc, si aujourd'hui, l'objectif d'une entrepreneuse, par exemple, c'est de lever de l'argent, en fait, si elle joue pas les codes, elle va pas arriver à son objectif. Et donc, peut-être que c'est à cause de ça que les femmes aussi sont obligées de se contorsionner pour arriver à leurs objectifs individuels, et on changera le monde plus tard. Tu vois, on créera un monde féminin. Mais je pense que c'est exactement comme ça qu'il faut procéder. Il faut utiliser les codes, le savoir, en jouer, et puis après changer. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive vraiment à transformer la société. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans le milieu de l'alimentation. Effectivement, les choses ont changé. Il y a eu de la malbouffe, il y a eu un petit peu mieux de la meilleure bouffe, il y a eu de la bistronomie, etc. Donc on arrive quand même. Il y a des possibilités d'évolution grâce aux révolutions. Il y a des révolutions fortes, des révolutions silencieuses. Moi, je trouve que c'est très, très intéressant, en tout cas, de s'interroger là-dessus. Et effectivement, les révolutions menées de l'intérieur, elles sont pas inintéressantes. Un pied dans la porte, on arrive à bouger les lignes, on arrive à faire changer les choses, etc. Et moi, je suis vraiment persuadée que c'est de l'intérieur. Mais de l'intérieur, ça peut être effectivement, comme je le fais aujourd'hui dans une très grosse boîte. J'ai eu plusieurs possibilités de faire du mécénat, mais je voulais vraiment le faire à un haut niveau. Donc, j'ai choisi la première banque d'Europe et j'ai choisi une banque plutôt qu'une marque de luxe, etc. Moi, j'avais pas tellement envie d'être dans cet univers-là. Et je pense qu'effectivement, dans les médias, c'est possible. Il faut prendre les micros, voilà. Donc, moi, à la limite, j'ai pas de conseils à donner, mais j'ai envie de dire à tout le monde, prenez votre place, affirmez-vous, mettez un pied dans la porte. De temps en temps, gueuler, rigoler, et puis les choses bougent quand même au fur et à mesure. C'est pas un peu féminin au vu de ta carrière de nous dire que t'as pas de conseils à donner? Je sais pas, c'est ma personnalité en tout cas. Ouais. Mais bon, elle nous a dit j'ai pas de conseils à donner, mais allez voir les gens à qui j'ai donné des conseils, ils vont me donner les conseils que je leur ai donnés en fait. Mais c'est peut-être bien aussi d'avoir un leadership au féminin. Surtout plein de conseils ressortent de ce podcast finalement, si on creuse un petit peu. Bien sûr. Et je retiendrai... Plus que des conseils, de l'inspiration. Non, mais déjà, bien sûr, tu es extrêmement Et puis aller dans les musées, aller au cinéma. Voilà, moi, je vais rester sur ma marque de fabrique. Ce qui, moi, m'a inspirée, c'est les peintres, la musique. Voilà, si vous écoutez Rachmaninoff ou vous allez voir les films de Catherine Biglow, pour revenir à elle, ça va vous inspirer. Moi, je pense que l'inspiration, elle vient de là. Elle vient de là, beaucoup. Pour conclure, c'est quoi ton film féministe préféré? Mon film féministe, j'adore Mustang. Ouais, de Denise Erguven. Voilà, je l'ai sorti comme ça. Après, peut-être que si je réfléchis ou demain, je penserai encore autre chose. Mais Mustang est vraiment un très beau film parce que pour moi, c'est les filles, c'est les pays où il y a des inégalités qui sont vraiment inscrites dans la Constitution. Donc pour moi, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Je pense aujourd'hui vraiment aux Afghanes, aux Iraniennes. Les graines du figuier sauvage. Les graines du figuier sauvage. Et puis vraiment, c'est l'éducation. Je pense que là aussi, les effets de levier, c'est l'éducation, la formation, la jeunesse. Pareil, c'est pas un conseil, mais c'est vraiment de se dire, c'est juste, moi je reste journaliste, donc je regarde que les faits et les chiffres. Si vous avez plus d'éducation, vous avez des femmes qui s'en sortent un peu mieux, qui ont accès justement à un métier, etc., etc. Donc privilégions l'éducation partout et distribuons des livres partout et envoyons tout le monde au cinéma. Et il faut aller travailler dans les systèmes. Et allons, Selon voilà. toi. Après, là aussi, chacun fait ce qu'il veut. C'est bien qu'il y ait des gens aussi devant la porte en train de manifester. Moi, je reste vraiment persuadée que le militantisme de base, il est très, très utile aussi. Je pense qu'il fait bouger la société. Mais c'est fou ce qu'on peut faire quand on est à l'intérieur des boîtes. Moi, quand j'étais à l'intérieur d'Inter, je me rappelle, on a fait un nombre de trucs incroyables, quoi. Non, c'est fou. Et puis surtout, la liberté qu'on peut prendre. Voilà, c'est extraordinaire, franchement. Mais c'est ce que vous faites avec votre podcast aussi, On essaye en tout cas de donner la parole à des gens qui ne donnent pas de conseils, mais qui nous donnent de l'inspiration. Pas de conseils, mais on repart avec plein de choses à faire et plein d'envie. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, Isabelle. Merci beaucoup. Merci.